Kagame démasqué, un enfant, dévoile la vérité sur l'agression du Rwanda contre la RDC. Monsieur qui revient de l'école. Bonjour. Ah, maman bénie, s'il te plaît, je suis triste. Oh. Très triste. Oh. Comment ça triste? Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais peur là. Tu sais quoi, maman? J'ai appris quelque chose de très important à l'école. Ah oui? Mais dis-moi, je t'écoute, qu'est-ce que tu as appris? L'agression rwandaise contre la RDC, maman bénie. J'ai appris qu'il faut absolument dénoncer l'agression qui subit la RDC. Parce que c'est une violation de sa souveraineté. Mais ça veut dire quoi ça? Quoi, tu comprends pas, maman? Ça veut dire que d'autres pays ne devront pas intervenir ni faire du mal à la RDC sans son accord. Sur ce point, tu as raison. Quand un pays est agressé sans raison, c'est comme si on envahissait sa maison sans permission. Mais voilà, maman. Ça trouble la paix dans la région et cause beaucoup de souffrance aux habitants. Ah, maintenant tu comprends, maman bénie. Attends, comment te l'expliquer? Tu n'as pas d'autres explications à me donner, c'est ça même. L'agression rend la stabilité très difficile. Et cela empêche justement la RDC de se développer. Je crois que la communauté internationale doit agir avec fermeté pour arrêter ces ingérences. Exactement, Johan. La solidarité entre les pays est très importante pour soutenir la souveraineté de la RDC. Et il faut que tout cela se fasse dans le respect des droits humains et des lois internationales. Donc, ce qui veut dire que la paix ne pourra durer que si tous prennent leurs responsabilités et condamnent clairement toutes ces attaques venant du Rwanda. Tu as parfaitement compris. Merci. La paix repose sur la responsabilité partagée de tous pour dire non à toute forme d'agression étrangère. Tout à fait, maman. À l'école, on a dit qu'il faut être patriote et être prêt à défendre le pays. Je suis très fière de toi, Johan Gabriel. Merci, maman chouchou d'amour. N'oublie pas que la justice et la paix sont essentielles pour un monde meilleur. Tout à fait. À l'école, on a aussi dit que la justice est l'élimination. Bravo, Johan. Merci, maman bénie. Mais s'il te plaît, ne sois pas triste. Comment ne pas être triste, maman? Il paraît que nos frères, eux, ils souffrent à l'est de la RDC. Et c'est depuis plus de 30 ans. Comment ne pas être triste? La justice va faire son travail, la diplomatie également, la communauté internationale, comme tu as dit. Mais nous comptons aussi sur Dieu. Tôt ou tard, la justice de Dieu s'appliquera sur chaque responsable de ces conflits et de cette guerre. Amen, maman. Et si c'était un simple dialogue entre une mère et son fils qui venait de pulvériser 30 années de propagande? Et si, dans ce petit échange à la sortie de l'école, tout le mensonge construit par le régime de Paul Kagame tombait en poussière? Ce n'est pas un général, ni un diplomate, ni un journaliste d'investigation qui parle, c'est un enfant, un garçon nommé Johan Gabriel. Et pourtant, ce qu'il dit résonne comme un verdict. Un enfant de Goma pleure pour son pays. Pourquoi? Parce que la vérité éclate enfin. Ce n'est pas le M23 qui attaque la RDC, c'est le Rwanda de Paul Kagame. Et le monde entier le sait maintenant. Depuis 30 ans, le régime de Kagame tisse un récit bien rodé. Le Rwanda, modèle de stabilité, serait innocent face au chaos en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ce narratif s'effondre. Une vidéo virale d'un garçon et de sa mère dénonçant l'agression rwandaise a mis le feu aux réseaux sociaux. Ce n'est pas juste une conversation touchante, c'est une bombe qui révèle ce que l'ONU, les rapports d'experts et les Congolais crient depuis des décennies: Kagame n'est pas un sauveur, mais un agresseur. Aujourd'hui, on décortique cette guerre cachée, les mensonges du régime rwandais et pourquoi cette vidéo marque un tournant. Préparez-vous, car ce qu'on va révéler
va vous secouer. La vidéo dont tout le monde parle montre un garçon, béni, bouleversé, après une leçon à l'école. Il explique à sa mère, avec une clarté désarmante, que le Rwanda viole la souveraineté de la RDC. C'est comme si quelqu'un entrait chez toi sans permission, dit sa mère. Cette conversation, simple mais puissante, a touché des millions d'Africains, car elle met des mots sur une vérité longtemps étouffée. Depuis les années 1990, l'Est de la RDC est un champ de bataille. Plus de 6 millions de morts, des villages rasés, des familles déchirées. Officiellement, le groupe rebelle M23 est pointé du doigt. Mais les rapports de l'ONU, dès 2012 et encore en 2024, sont formels. Le M23 n'est qu'une marionnette. Derrière, c'est l'armée rwandaise, soutenue par Kigali, qui orchestre les attaques. En 2023, Human Rights Watch a documenté des massacres de civils congolais par des forces liées au Rwanda. En février 2025, un rapport de l'Union africaine a confirmé que des troupes rwandaises opèrent illégalement en territoire congolais, pillant minerais et semant la terreur. Mais Kagame a toujours nié. Son régime vend une image de discipline et de progrès. Un Rwanda propre, moderne, admiré par l'Occident. Pendant ce temps, les Congolais souffrent. Depuis 1996, après le génocide rwandais, Kagame a justifié ses incursions en RDC comme une chasse aux génocidaires Hutus. Mais 30 ans plus tard, cette excuse ne tient plus. Les minerais du Congo, coltan, or, cobalt, alimentent l'économie rwandaise. Un rapport de Global Witness en 2022 a révélé que 90% des exportations rwandaises de coltan proviennent illégalement de la RDC. Alors, qui profite de ce chaos? Kagame, d'abord. Son régime prospère sur l'exploitation des ressources congolaises, tout en se présentant comme un rempart contre l'instabilité. L'Occident aussi. Les multinationales, des États-Unis à l'Europe, achètent des minerais à bas prix via des réseaux rwandais. Pendant ce temps, la RDC reste à genoux, incapable de se développer. Les implications sont énormes. Localement, des millions de Congolais vivent dans la peur. Régionalement, la tension entre Kinshasa et Kigali menace la stabilité de l'Afrique des Grands Lacs. Internationalement, l'inaction des grandes puissances expose leur hypocrisie. On loue Kagame comme un visionnaire, mais on ferme les yeux sur ses crimes. Comme le disait Frantz Fanon, l'impérialisme laisse derrière lui des germes de pourriture. Ici, ces germes sont les conflits entretenus pour des profits. Comparez cela à d'autres crises. En 1994, le Rwanda a été victime d'un génocide. Aujourd'hui, il exporte la violence. C'est un renversement tragique. Comme la Tunisie avant le printemps arabe, la RDC est un volcan prêt à exploser si la communauté internationale n'agit pas. Kagame a bâti un empire sur la propagande. Ses discours à Davos ou à l'ONU vantent la renaissance rwandaise. Mais les faits le contredisent. En 2024, quand le président congolais Félix Tshisekedi a accusé Kigali d'agression, Kagame a répondu par le déni, qualifiant les preuves de fake news. Pourtant, les images satellites, les témoignages de déserteurs rwandais et les rapports d'ONG sont accablants. La couverture médiatique est tout aussi biaisée. Les médias occidentaux, fascinés par le miracle rwandais, minimisent les crimes de Kagame. En 2023, un article du New York Times parlait du M23 sans jamais mentionner le Rwanda. Pendant ce temps, les voix congolaises, comme celle de Béni, sont reléguées aux réseaux sociaux. C'est une injustice narrative. Le bourreau est glorifié, la victime est oubliée. Et les déclarations officielles? L'Union africaine condamne timidement,
mais n'impose pas de sanctions. Les États-Unis et l'UE, grands alliés de Kagame, se contentent de condamnations verbales. Comme le disait Béni, la solidarité entre pays est essentielle. Mais où est-elle? Ce n'est pas juste une guerre, c'est un vol orchestré, un pillage déguisé en conflit ethnique. Kagame n'est pas un héros africain, c'est un stratège qui sacrifie la paix régionale pour son pouvoir. Et l'Occident, en le protégeant, trahit les idéaux de justice qu'il prétend défendre. Mais voici le tournant. La voix d'un enfant, Béni, a fait plus de bruit que tous les rapports de l'ONU. Sa douleur, son appel à la justice, a brisé le mur du silence. Comme il l'a dit, nos frères à l'Est souffrent depuis 30 ans. Si un garçon de Goma peut défier le récit de Kagame, alors le monde n'a plus d'excuses pour se taire. Cette vidéo n'est pas juste une histoire, c'est un cri pour la vérité. La RDC ne demande pas la charité, mais la justice. La souveraineté africaine ne sera réelle que lorsque les puissants, comme Kagame, rendront des comptes. Et ça commence avec nous, en partageant ces vérités, en refusant les mensonges, en amplifiant les voix comme celle de Béni. L'Afrique mérite mieux qu'un narratif écrit par ses oppresseurs. Si cette vérité vous a secoué, partagez-la. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines analyses. Ensemble, faisons entendre la voix de l'Afrique. La vulnérabilité internationale tient du fait que, au niveau de la Cour pénale internationale, il y a le principe de la subsidiarité ou de la complémentarité qui voudrait que les personnes qui sont citées à comparaître devant la Cour pénale internationale ne peuvent l'être que si, au préalable, leur justice nationale se saisisse de la question et les juge. Et si, par défaut, leur justice nationale ne sont pas en mesure de le poursuivre, c'est le cas notamment avec le président, les anciens présidents en République démocratique du Congo, où on peut constater qu'il y a une sorte de barrière qui empêche à la justice nationale de pouvoir les poursuivre et de le juger. Et donc, par rapport à cela, si la justice pénale internationale constate qu'il y a l'État national dont est ressortissant la personne qui doit être poursuivie, protège d'une façon ou d'une autre ou n'est pas en mesure de juger la personne, en ce moment, la Cour pénale internationale devient compétente et d'où il est vulnérable par le fait que la justice nationale ne pouvant pas le juger, il est à la merci de la justice pénale internationale à la seule condition qu'il ait commis les infractions qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est en cela que je parle de la vulnérabilité internationale, parce qu'on peut beau échapper à la justice nationale, mais il est quand même compliqué si on entre dans le cadre des infractions dont relève la Cour pénale internationale d'échapper justement à la compétence de cette juridiction. Alors, du côté du parti politique du président, de l'ancien président Joseph Kabila, il parle donc le PPRD qui s'engage à réagir avec énergie à cette attaque politique qui a pour objectif subjectif et ultime de travestir l'histoire récente de notre pays. Donc, il jette en bloc toutes ces accusations qui touchent à l'image de l'ancien président Joseph Kabila. Jean-Jacques Lumumba, politiquement, c'est une réaction qu'il faut comprendre quand même. Est-ce qu'on peut voir une main politique derrière? Vous savez, c'est tout de même regrettable de tout voir en termes d'attaque politique ou d'acharnement. Moi, j'aurais bien voulu que le PPRD puisse avoir l'humilité qu'a eu la banque BGFI, qui elle-même déjà a reconnu qu'il faut payer et qui elle-même a reconnu qu'il y a eu des abus. Et je pense que quand la banque elle-même reconnaît ce qui s'est passé, je ne vois pas en quoi il s'agirait d'une attaque politique. Ça, je pense que c'est une réaction assez déplacée et une réaction des gens qui veulent plaire encore à Joseph Kabila et à ses proches. Ce n'est que comme ça que je pourrais juger ça. Alors, Maître Adolphe Mopotou Mogbaya, même si Joseph Kabila n'est pas ou ne pourrait pas être jugé, qu'en est-il des autres personnes qui sont citées dans cette affaire, qui sont impliqués? Est-ce que eux courent le risque d'être traduits devant la justice ou pas?
Oui, absolument. Si les enquêtes démontrent qu'ils sont impliqués d'une façon ou d'une autre, ils vont être poursuivis parce ils ne sont protégés par aucune loi. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'une sorte de participation criminelle. C'est un mode opératoire en droit pénal qui voudrait que pour une infraction, plusieurs personnes peuvent la commettre. Donc, si l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ne peut faire l'objet des poursuites judiciaires, mais toutes les personnes qui sont impliquées vont faire l'objet de poursuites judiciaires s'il s'avérait que leur responsabilité était établie au niveau de la justice. Ce qui veut dire que vous soyez couvert par des immunités parlementaires ou pas, et si cela est le cas, les immunités seront levées au niveau de chaque chambre des personnes qui pourraient être impliquées, et donc les personnes qui seraient citées dans ces révélations pourront faire l'objet effectivement de poursuites judiciaires et le procès pourront éventuellement les recevoir et les entendre, les juger et éventuellement les condamner s'ils sont reconnus coupables. Alors, Jean-Jacques Lumumba, vous qui connaissez bien le dossier, quelles sont ces personnes qui sont citées dans ce rapport? Est-ce que vous les connaissez? Quel rôle ils ont joué? Ben, je les connais, j'en connais plusieurs, hein, parce que on parle de Francis Elemani, on parle de Gloria Mteyou, on parle de Pascal Kinduelo, on parle de David Ezekiel, qui, pour l'affaire que j'ai citée concernant Port de Fischer, a aussi retiré de l'argent sur les comptes de Port de Fischer, une Aurait, entreprise vous voulez qui dire, appartient, aurait retiré l'argent, non, aurait retiré, selon le rapport. selon le rapport, David Ezekiel aurait retiré de l'argent dans les comptes de Port de Fischer qui appartiendrait au président Joseph Kabila depuis 2015, selon ce que les rapports de l'enquête nous ont livré. Donc vous comprenez que ce sont des personnages clés et il faut aller plus loin que ça. Hein. Ce ne sont pas que des personnalités congolaises, il y a même des personnalités belges, ce qui est encore plus grave. On a cité Philippe de Merloz par exemple, qui aurait aussi participé à toute cette saga, et même au-delà de Philippe de Merloz qui est cité, il y a des personnalités libanaises et il y a une enquête et des révélations qui sont sorties aujourd'hui qui concernent la participation probable du Hezbollah dans tout ce réseau et sa complicité au sein de la banque BGFI dont un journal L'Orient du jour a sorti un rapport qui est aussi très accablant, autant que toutes les révélations qui ont été faites ces deux derniers jours. Voilà, Jean-Jacques Lumumba, je rappelle que vous êtes lanceur d'alerte. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous êtes en exil actuellement en Europe et que vous ne retournez pas dans votre pays, la République démocratique du Congo. Est-ce que, avec la sortie de ce rapport, vous sentez maintenant comme si, voilà, on commence à vous donner raison, les choses commencent à être un peu plus claires et qu'avec espoir que vous pourriez retourner dans votre pays? Vous savez, c'est mon souhait le plus ardent de pouvoir un jour retourner dans mon pays. Aujourd'hui, le Congo n'a pas de loi qui protège les lanceurs d'alerte. Malheureusement, je suis une personne qui n'est pas à l'abri de menaces, de poursuites, de tout genre. Mais c'est vraiment quelque chose qui tombe à pic aujourd'hui, qui ouvre la voie demain à une possibilité pour moi de retourner à Kinshasa, et ça c'est très bien, et j'espère que les choses vont continuer à se dénouer pour que dans les tout prochains mois, qu'un retour possible puisse être envisagé chez moi en République démocratique du Congo. Maître Adolphe, un dernier mot par rapport à ce rapport? Oui, simplement, c'est une grande avancée par rapport à ces révélations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous détournez l'argent de l'État, vous n'êtes pas à l'abri de ces genres de révélations ou encore des enquêtes éventuelles qui peuvent venir établir la responsabilité des uns des autres. Je voudrais en même temps saluer le fait qu'il y ait cette promptitude avec laquelle la ministre de la Justice a agi pour instruire au procureur général près à la Cour de cassation de pouvoir ouvrir non seulement une enquête, mais aussi des poursuites judiciaires contre d'éventuelles personnes qui seraient responsables de cela. Je crois que c'est en cela que le pays pourrait avancer et que la justice, si elle fait bien son travail, l'on pourrait craindre de pouvoir toucher à l'argent de l'État qui appartient au peuple. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté de venir répondre à ces questions. Je rappelle que j'ai reçu aujourd'hui monsieur Jean-Jacques Lumumba. Il est donc
banquier, lanceur d'alerte et cofondateur du réseau panafricain de lutte contre la corruption, UNIS. Il était donc avec nous en direct de Bruxelles et aussi avec lui aujourd'hui, nous avons reçu Maître Adolphe Mopotu Mogbaya. Maître Adolphe est donc avocat au barreau de Matete en République démocratique du Congo. Il est également auteur et écrivain du livre Responsabilité pénale des anciens présidents en RD Congo entre protection nationale et vulnérabilité internationale. Il était en direct avec nous depuis New York. À tous les deux, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère bien que vous reviendrez encore sur ce plateau pour nous éclairer sur des sujets pour lesquels vous êtes expert. Ce serait toujours un plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Marius.